à tous, bonjour Monsieur Genestier, bonjour Monsieur Saadé, bonjour Monsieur Golégé. Bienvenue pour cette table ronde en partenariat avec la métropole du Grand Paris. Nous sommes ensemble pour parler de la logistique métropolitaine et plus particulièrement du pacte pour une logistique métropolitaine. Une nouvelle feuille de route a été édifiée en 2021. Monsieur Genestier, je me tourne vers vous. Pouvez-vous dresser un bilan du pacte adopté en juin 2018 et nous faire part de l'enjeu de l'acte 2 et de la situation à date ? Merci de cette invitation. 2016, c'est la naissance de la métropole. 2018, le pacte pour une logistique métropolitaine qui est adopté par l'Assemblée de cette métropole. Et puis, on a eu 2 ans, alors 2 années pas complètes puisque le Covid nous a rattrapés, mais on a travaillé avec plus de 80 acteurs. Je pense à des chargeurs, je pense à des logisticiens, des transporteurs, des fédérations professionnelles et puis des institutions diverses et variées qui ont œuvré pour que nous puissions mettre en place ce plan, ce pacte de la logistique métropolitaine. Eh bien, nous sommes à l'acte 2 puisque nous avons souhaité accélérer juste après la sortie de la 2e pandémie pour faire que nous puissions pousser vers une vertu très profonde de la logistique sur ces 7 millions d'habitants que constitue la métropole. Et ainsi, nous avons voulu, en premier lieu, mettre en place une politique avec des flottes décarbonées. Et en l'occurrence, la zone à faible émission est un outil qui aide l'ensemble des acteurs. Évidemment, il faut de façon raisonnée le mettre dans un schéma et dans un plan. Les premières phases ont été mises en place en juin 2021 en particulier, et les secondes phases sont prévues dans les prochaines années pour faire que nous puissions décarboner l'ensemble des flottes de logistique. Se posent quelques sujets, notamment pour les comptes les plus modestes et en particulier les artisans, les commerçants. Eh bien là aussi, eh bien, nous avons interpellé l'État en particulier pour qu'il puisse y avoir une réponse concertée des différentes institutions pour aider ceux qui n'auront pas la possibilité de changer leur flotte et donc de la décarboner. Ça, c'est le premier point. Ce que nous avons souhaité également, c'est faire en sorte que la logistique urbaine, c'est-à-dire la logistique du dernier kilomètre, puisse s'accomplir au plus près des populations. Et c'est en cela que sur les outils d'urbanisme, nous avons voulu pousser dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, mais aussi dans l'ensemble des PLU, les plans locaux d'urbanisme, eh bien que les élus, qu'ils soient à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud de cette métropole, une des plus grandes métropoles mondiales, avec ses 7 millions d'habitants, je le répète, eh bien qu'il puisse y avoir une intégration, peut-être forcer la main des élus pour qu'ils intègrent au plus près des espaces logistiques, et on espère évidemment que l'ensemble des acteurs pourront répondre présent sur ces sujets. La logistique, c'est aussi la possibilité de l'implanter d'une façon mieux répartie dans ce que l'on appelle la région capitale. Vous le savez, et nous le savons tous, c'est surtout à l'est parisien, au nord parisien et peu à l'ouest de Paris que se situent les zones logistiques. Eh bien, le président Ollier l'a répété encore il y a quelques instants, et en tout cas aujourd'hui, il faut rééquilibrer. Et notamment lorsqu'on voit l'axe Seine, on a la chance aujourd'hui d'avoir une gouvernance unique entre le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris, qui constitue AROPA. Eh bien, cette AROPA-là, eh bien, doit pouvoir pousser les bateaux au plus près de la zone logistique et la zone de consommation pour faire que les logisticiens récupèrent l'ensemble de tout cela. Donc, le fluvial est aussi un élément. Ce que nous souhaitons aussi, c'est la numérisation de la logistique au plus près. Je vous donne un exemple parce qu'il faut être concret. Nous travaillons sur différents éléments avec certains acteurs sur les aires de livraison. Les aires de livraison, comme la voie publique, c'est un domaine public et donc nous ne pouvons pas le privatiser. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les transporteurs aient la possibilité, par l'intermédiaire de logiciels, d'obtenir l'information sur le fait que l'aire de livraison soit libre ou non pour réorienter ou réadapter leur plan de transport. Vous l'aurez compris, ça a un impact très fort sur l'économie de ces transporteurs et des logisticiens, et ça a un impact très fort sur d'autres éléments qui sont en fait l'environnement, parce que quand un véhicule tourne beaucoup, il consomme beaucoup plus et son impact carbone est important. Oui, donc différents éléments, et on en a énormément évidemment, puisque tous les axes sont en cours de développement, et récemment nous avons encore relancé
les consomme-acteurs, c'est-à-dire que là, on est sur les consommateurs qui doivent prendre conscience qu'en agissant d'une certaine façon, ils peuvent avoir un impact carbone plus ou moins important. C'est ça le pacte logistique pour la métropole du Grand Paris. Et évidemment, nous ne pouvons le réussir que si nous avons à nos côtés, en tout cas sur la même ligne, eh bien, des transporteurs qui soient les plus vertueux possibles, des acteurs qui comprennent la philosophie politique au sens de la gestion de cette grande cité qu'est la métropole de Paris, et puis ceux qui, comme les grands logisticiens, eh bien, pourront encore une fois répondre à la demande de leurs clients et à la demande politique. Merci, c'est très clair. Monsieur Rémi Golloger, alors vous êtes directeur associé de Corsalis. Pouvez-vous nous présenter Corsalis et les différentes actions de Corsalis pour la logistique métropolitaine ? Oui, bien sûr, merci beaucoup déjà. Écoutez, Corsalis donc, est un opérateur immobilier assez jeune. On a 2 petites années d'existence. La spécificité de Corsalis, c'est qu'on travaille essentiellement sur le développement de solutions immobilières destinées à accueillir des activités de distribution urbaine. C'est une activité qu'on gère sur l'ensemble du territoire et évidemment notamment sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Notre stratégie, c'est la mise à disposition de solutions immobilières principalement en tissu urbain, parce qu'on pense que c'est là que se situe une bonne part des enjeux de la soutenabilité des flux et de leur intégration dans le tissu urbain et résidentiel. Notre stratégie, elle est basée sur le développement de solutions prêtes à l'emploi. Donc, ce sont des solutions que l'on développe, je dirais, directement pour pouvoir proposer ensuite au marché et aux porteurs de projets, qu'ils soient donneurs d'ordre ou opérateurs logistiques, comme M. Genestier en parlait à l'instant, des solutions qui soient performantes d'un point de vue opérationnel en termes d'exploitation et qui soient aussi rapidement utilisables, puisqu'on pense également qu'il y a un enjeu de vitesse. En tout cas, il y a plusieurs axes de temps sur lesquels raisonner l'équipement de territoires comme la métropole en termes d'infrastructures logistiques. Évidemment, pour nous, l'intérêt de prendre part à un projet comme le pacte de la métropole du Grand Paris est une évidence. Et dans ce cadre-là, on s'attache évidemment à travailler des solutions qui s'inscrivent dans les ambitions de développement ou de pérennisation de ces activités logistiques sur le territoire, avec notamment l'équilibrage de ces surfaces. Ou en tout cas l'alignement de l'implantation de ces surfaces avec la configuration des bassins de consommation et de ces flux qui sont beaucoup issus du e-commerce. Enfin, le dernier axe stratégique pour Corsalis, c'est vraiment de raisonner sur le côté fonctionnel de ces outils pour qu'ils apportent une vraie plus-value opérationnelle pour les opérateurs transport, logistique ou retailers, avec un vrai enjeu d'intégration et d'acceptation de cette fonction logistique dans le tissu urbain, et donc avec un vrai enjeu d'intégration pour rendre en fait l'activité qui est gérée dans ces locaux soutenable à l'échelle de la métropole évidemment, de la ville et surtout des quartiers, où se trouve pour nous une partie des enjeux de la livraison du dernier mètre, si je puis dire, puisqu'on parle beaucoup de livraison du dernier kilomètre. Merci, Monsieur Golloger. Alors, Monsieur Vincent Saadé, merci d'être avec nous. Vous êtes donc directeur de la commercialisation et de l'investissement chez Prologis. En quoi comment Prologis s'inscrit dans cette politique urbaine et quel est votre positionnement ? Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, Prologis, en quelques chiffres, ça fait 23 ans que Prologis s'inscrit sur le territoire français avec 120 entrepôts aujourd'hui et 3 millions de mètres carrés. C'est un acteur établi de long terme. 2 chiffres peut-être plus intéressants pour comprendre Prologis. 4,9% de la consommation des Français transite par un entrepôt Prologis en France. Donc ça, c'est, je pense, assez intéressant. Et plus de 23 000 employés travaillent dans les entrepôts Prologis. Donc ça donne un petit peu l'empreinte, on va dire, de Prologis en France. Après, Prologis définit la logistique comme une infrastructure. La logistique est vitale pour l'économie, comme pourraient l'être les routes, les transports ou l'électricité. Mais pour bien fonctionner, et Monsieur le Président Ollier en parlait tout à l'heure, il faut une politique concertée pour implanter la logistique urbaine dans les villes, avec, selon nous, 3 objectifs communs. Le premier qui est de réduire les kilomètres jusqu'au consommateur. Le deuxième qui est de revitaliser des zones à travers la naissance ou la renaissance d'emplois dans ces zones-là. Et la troisième qui est évidemment une revitalisation environnementale
durable. Merci beaucoup. Alors l'objectif à travers l'acte 2 du pacte est d'avoir une logistique urbaine agile et performante. Concrètement, quelles sont les actions à entreprendre, Monsieur Genestier, dès cette rentrée de septembre 2021 ? Je crois qu'on peut tirer d'ailleurs de Corsalis et de Prologis plein de choses, voilà, parce que oui. Je pense que c'est important que les acteurs économiques, on a d'un côté une proximité, donc évidemment, lorsque on veut une proximité, il faut que l'urbain soit disponible, et dès cette rentrée, notre objectif, c'est de pouvoir pousser, ce que nous avons déjà fait à travers différentes scènes, les acteurs responsables, en l'occurrence les maires, à pouvoir intégrer dans leurs réflexions et dans leurs futurs plans locaux d'urbanisme. Vous le savez, dans le cadre de la métropole, on passe à des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ils sont en pleine réflexion aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de cette métropole du Grand Paris, et donc pousser à ce qu'il puisse y avoir des réserves foncières qui ne soient pas uniquement des réserves pour du logement, parce que si on ne met que du logement, l'économie va s'asphyxier. On a parlé tout à l'heure d'irrigation. Si on veut irriguer, eh bien, on doit irriguer aussi par des espaces de logistique de proximité. Et là, c'est ce que vous faites par votre action. Et puis ensuite, on a l'irrigation de l'ensemble du territoire, parce que la logistique, c'est d'un point A à un point B. On transporte des marchandises, quelles qu'elles soient. On peut même les reformater à un moment. Et Prologis l'indique, hein, là, il y a un pourcentage important. Vous avez plus de 4% des marchandises. Ça c'est voilà, c'est très important parce que c'est un monde très éclaté. Et donc, on a des acteurs majeurs. Et donc, ces acteurs doivent pouvoir répondre à un positionnement en proximité. Ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est il faut qu'on soit en proximité des zones de consommation, des bassins de consommation, pour que la distance en direction du consommateur, de celui qui va recevoir le colis, la marchandise, eh bien, soit la plus réduite possible. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, avec tous les acteurs politiques, encore une fois, politique, hein, c'est pas. Moi, je suis sans étiquette, donc je suis tranquille. Voilà, vraiment, j'ai pas de problème sur ces sujets-là. Mais la politique, au sens pur, c'est au sens de la gestion de la cité. Et donc, on pousse tout cela. Et ce que j'organise également, avec évidemment l'aval du président Ollier, et on en parle toutes les semaines, c'est que nous puissions avoir des expérimentations qui soient liées, j'en parlais tout à l'heure, aux aires de livraison et aux espaces qui vont permettre de dépoter la marchandise. Et je pense en particulier à Bonneuil. Bonneuil est un site, alors là, qui n'est pas à l'ouest, qui n'est pas au nord, mais plutôt au sud-est parisien, qui est connecté au fluvial, qui est connecté au ferroviaire et qui est connecté à la route. Et bien, ce que l'on souhaite, c'est que ce type de site puisse se développer et que les marques, les entreprises, eh bien, poussent au marketing vert qui vise à ce que nous puissions collectivement, tous nos citoyens, aient une empreinte carbone pour l'ensemble de ces transports qui soit amoindrie au maximum. Donc, dans les actions concrètes, je veux dire que toutes les semaines, je me déplace au sein de la métropole pour rencontrer les élus et essayer de pousser à cela. Nous étions au début de l'été avec le président à Gennevilliers, où, vous le savez peut-être, l'ensemble des terres polluées du parc nautique des Jeux Olympiques, eh bien, sont transférés par des véhicules camions vers Gennevilliers pour ensuite être repris par le fluvial vers des zones de décontamination. Ça, il faut le faire, évidemment, et donc c'est extrêmement vertueux. On traite en fait des histoires du passé, mais en étant extrêmement vertueux et en mettant en place quelque chose qui est véritablement d'avenir. On accompagne les Jeux Olympiques, on accompagne en fait tout ce qui va permettre de faire que la vie de nos concitoyens soit améliorée. Et alors comment justement, Vincent Sadé, Prologis, quelle est la stratégie de Prologis dans la logistique urbaine ? Alors, Prologis est un acteur historique effectivement de la logistique et depuis 3 ans a décidé évidemment en lien avec ce que vient de dire Monsieur le maire de se rapprocher des zones de population. Donc cela fait 3 ans que l'on acquiert des bâtiments logistiques ou des bâtiments d'activité dans des zones beaucoup plus urbaines, La Défense, Ivry, Vitry. On a aussi acquis plusieurs bâtiments à Rosny. C'est une façon pour nous de se rapprocher des zones de population. C'est une façon aussi pour nous de revitaliser des friches industrielles, de les réurbaniser, de leur redonner de l'emploi. Et tout ça dans un maillage qui est entre, et pour donner un peu plus de détails, entre 5 et 10 000 mètres carrés.
Le grand entrepôt XXL, comme on l'appelle, qui est plutôt en périphérie des villes, sont des bâtiments qui sont plutôt entre 20 et 100 000 mètres carrés. Aujourd'hui, pour être plus proche des populations, il faut accepter de réduire l'emprise des bâtiments. Je reviendrai après sur l'impact environnemental. Et donc de réduire à 5 à 10 000 mètres carrés les bâtiments qui nous paraissent être pour nous le bon maillon entre la logistique du dernier kilomètre et ce qu'on appelle la logistique des grands flux, qui était notre cœur historique de métier avant. Et Rémi Golléger, côté Corsalis, quelle est votre stratégie? Est-elle identique à Prologis, différente? Non, elle ne peut pas être fondamentalement différente parce qu'on appréhende ce sujet de la livraison du dernier kilomètre un peu de la même manière. La différence de positionnement est dans l'implantation et la localisation géographique des projets que l'on porte. Encore une fois, Corsalis travaille plutôt sur des solutions qui sont situées à l'intérieur des villes, plutôt qu'en proche périphérie. Et encore une fois, comme on le dit souvent, il n'y a pas de concurrence entre ces types de solutions. Il y a une complémentarité dans le cadre d'un schéma directeur qui est piloté, en l'occurrence en ce qui nous concerne aujourd'hui, par la métropole du Grand Paris, qui doit faire qu'à un moment, les flux de marchandises seront gérés de manière plus efficace, plus soutenable et moins invasive pour les habitants de la métropole. Et donc l'implantation ou la réimplantation du foncier a un impact direct et considérable sur la décarbonation et la gestion des flux. Selon vous, quelles sont les solutions immobilières qui permettront justement de répondre au mieux à l'acte 2 du pacte ? Alors, les solutions immobilières, il y a plusieurs axes. Pour nous, la distribution urbaine, puisqu'on parlait du maillage du territoire, et ce qui peut être un peu paradoxal, c'est que on pense qu'il y a un axe dans lequel il faut qu'il y ait une démultiplication de ces petits espaces logistiques à l'intérieur des villes. C'est un peu paradoxal parce que on dit qu'on veut, encore une fois, augmenter le nombre de ces implantations, mais l'objectif à la fin, il est d'étaler, de répartir le volume de marchandises à la maille la plus fine sur le territoire pour que chacun de ces sites unitairement gère des flux les plus réduits possibles, avec du coup l'opportunité d'utiliser des modes de livraison doux, avec une zone de chalandise très limitée. Les autres enjeux sont évidemment la mutualisation de ces espaces, on en entend beaucoup parler. Il faut que les solutions qui sont développées, quelle que soit leur taille et leur implantation, puissent permettre idéalement des synergies opérationnelles entre les différents utilisateurs et également la co-localisation d'activités qui peuvent être complémentaires au service de la ville. Là encore, dans un souci d'efficacité et de sobriété foncière qui est prôné à juste titre. Et puis ensuite, sur ce sujet du maillage, on a besoin effectivement d'un maillage fin sur le territoire pour pouvoir permettre d'adresser ces flux au plus près des bassins de consommation et des besoins des consommateurs. Donc ces solutions, elles doivent être bien intégrées dans leur environnement, elles doivent être mutualisables, elles doivent être évolutives et évidemment s'appuyer sur la plupart des opérations qu'on mène sur la reconversion de locaux existants, qu'on parte de locaux historiquement industriels ou de locaux historiquement commerciaux, mais on va être à chaque fois dans le cadre d'une réhabilitation lourde ou d'un changement d'usage qui doit être accompagné avec une vraie logique d'efficacité opérationnelle pour que les utilisateurs finaux de ces surfaces y trouvent leur compte en termes de schéma logistique. Si vous me permettez de rebondir sur ce qui vient d'être dit, une des difficultés, c'est vrai qu'on peut avoir une logistique par type de produit, donc en silos, où les silos seront séparés. Ce que vient de dire monsieur, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut pouvoir regrouper dans un même espace une série de produits qui vont pouvoir être livrés par un même véhicule. C'est-à-dire qu'il faut mutualiser. La mutualisation est essentielle. Donc les collectivités ont essayé, je pense à La Rochelle à un moment, il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, et on voit que c'est extrêmement difficile que lorsque c'est la collectivité qui prend la main. Donc il faut que nous, en tant que collectivité, on puisse pousser l'ensemble des acteurs à se fédérer, mais il y a une concurrence, donc c'est très difficile. Comment se fédérer sans être en concurrence ou tout en étant en concurrence? C'est vraiment une des grandes difficultés. On n'en a pas parlé parce que vous êtes tous les deux de grands logisticiens, avec des tailles différentes, mais des grands logisticiens. In fine, ce que nous souhaitons, nous, c'est que le nombre de véhicules diminue. Donc il faut remplir beaucoup plus les véhicules. Et donc si vous avez des véhicules par typologie de produits, je pense à la pharmacie, je pense aux produits secs, je pense aux produits froids, etc. Bon, évidemment, à certains moments, on ne va pas pouvoir mélanger tout.
Mais il faut aller très très loin, et c'est une ingénierie, la logistique. Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup, en tant que responsable politique, sur les ingénieurs que vous êtes de la logistique, pour qu'il puisse y avoir une mutualisation au maximum pour éviter d'avoir une myriade de véhicules. On le voit par le développement du e-commerce. Le e-commerce fait que, eh bien, on a une livraison par type de produit et finalement peu de mutualisation. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse lancer ce grand barnum de la logistique qui va permettre de pousser les chargeurs, ceux qui détiennent les marchandises et qui vont en fait les confier aux logisticiens et par le fait aux transporteurs, pour que cette chaîne qui est de plus en plus vertueuse, parce que je dois le dire, il y a une adaptabilité des logisticiens qui est extraordinaire en France. On a des entreprises exceptionnelles. Beaucoup nous envient ces entreprises françaises. On s'exporte peut-être pas suffisamment, mais cette ingénierie de la logistique française, eh bien, elle doit aussi s'appliquer sur cette question de la mutualisation. Et on appelle de nos voeux que vous puissiez y travailler encore plus pour être encore plus proactif. Voilà. Et justement, Vincent Sadé, comment Prologis entrevoit les choses dans le futur sur l'aspect environnemental ? Alors, ça fait déjà plusieurs années que Prologis est en avance sur son temps par rapport à l'immobilier logistique. Comme pour rappel, on construit des bâtiments logistiques. Donc, c'est surtout sur la construction que l'on apporte notre innovation environnementale et énergétique. Récemment, on est en train de construire, parce que la livraison se fera qu'en octobre. On a une inauguration, évidemment, vous êtes tous les trois invités. On a construit le bâtiment logistique le carbone neutre, le plus grand bâtiment carbone neutre du monde, qui sera donc certifié par un certificat. Et effectivement, cela répond à notre engagement sur la charte environnementale que l'on a signée avec la FILOG, c'est-à-dire évidemment la géothermie, évidemment 50% des toitures en photovoltaïque. C'est aussi 100% des eaux pluviales qui traversent le bâtiment, qui arrivent à traverser le terrain, et donc il n'y a pas d'artificialisation des sols. Et tous ces engagements permettent à ce que la logistique, qu'elle soit urbaine ou non urbaine d'ailleurs, ait un impact limité sur l'environnement, voire là neutre pour le coup, et qui nous permet justement de répondre aux objectifs environnementaux, tout en répondant à tous les objectifs dont on a parlé tout à l'heure sur la proximité des villes et notre capacité justement à rendre ce cercle vertueux. Merci Vincent Sadé. Rémi Golléger, je sais que nous sommes côté Corsalis sur une structure qui est avec moins de recul, plus récente. Mais avez-vous aussi une stratégie environnementale qui n'a pas changé en 10 ans, j'imagine bien, mais qui pourrait être en lien avec la projection liée au pacte ? Alors, je pense qu'il faut de toute façon avoir une vision un peu large de l'environnement. Donc, je vais essayer de digresser un peu par rapport aux propos de Monsieur Sadé. Comme on l'évoquait tout à l'heure, nous, on travaille principalement sur la réhabilitation de locaux existants, souvent des locaux dans des copropriétés, dans des pieds d'immeubles, etc. Donc, évidemment, comme on peut l'imaginer, la marge de manœuvre pour concevoir un bâtiment low carbone est un peu plus compliquée, mais cet aspect environnemental, on le traite évidemment avec la plus grande attention sur des choses assez... je vais dire basiques concernant les équipements, l'éclairage, le chauffage, etc. Mais plus, je dirais de manière plus sociétale, on s'arrange pour que les solutions qu'on développe, elles permettent de dissimuler les flux et ces activités, on va dire productives, pour pas dire industrielles ou logistiques, qui sont dans notre cas au cœur des quartiers. Et donc sur cet aspect environnemental, on va d'abord s'attacher à ce que l'activité qui se passe à l'intérieur de ces locaux ne soit pas visible et ne soit pas génératrice de nuisances pour le voisinage. Et ça contribue à l'effort de communication et de pédagogie qu'il faut, je pense tous chacun un peu à nos niveaux, qu'on porte évidemment auprès des élus, mais ils sont quand même les premiers sensibilisés, mais aussi auprès des riverains, en comprenant que ces espaces, et ça vaut aussi pour des sites de grande taille en zone périurbaine, ne sont pas générateurs de flux intrinsèquement, mais qu'il faut les voir comme un outil pour pouvoir gérer de manière plus soutenable des flux qui existent déjà dans les villes, et finalement que le commun des mortels n'aperçoit que par la consommation d'espaces publics parfois un peu erratique qui est générée. Donc l'aspect environnemental de nos projets, on le traite vraiment sur ce sujet d'intégration dans le tissu urbain et de, toute chose égale par ailleurs, de dissimulation de l'activité qui s'y traite. Merci beaucoup. Donc nous sommes maintenant à la conclusion de notre émission. Monsieur Genestier, Monsieur le maire, je vous propose de porter le message de cette conclusion. Et donc je vous pose cette question.
assez directe. Où en est le pacte pour une logistique métropolitaine ? Mais écoutez, en maintenant 3 années de vie, le pacte est très avancé, puisque nous avons réussi à fédérer un grand nombre d'acteurs. On a parlé de la FILOC tout à l'heure, nous en sommes membres actifs, et toutes les associations et toutes les fédérations professionnelles, nous sommes en contact avec eux. Et je recevais encore l'autre jour le livre blanc d'une de ces fédérations qui prônait en fait l'insertion même de l'environnement dans toutes les activités de la logistique. Et donc, moi, je voudrais dire que j'ai une grande confiance dans tous les acteurs, parce que, vous savez, le politique peut décider à un moment, mais ça ne peut fonctionner que s'il y a des acteurs de renom, et de renom dans leur qualité à pouvoir être dans l'économie et surtout dans le respect environnemental. Et je pense qu'avec les interprétations que j'ai pu faire de vos propos, messieurs, eh bien, elles sont positives et elles montrent combien vous avez une capacité d'adaptation et une complémentarité. Donc, confiance en l'avenir, et puis surtout vous dire que là, on est quand même à une phase qui est dans le démarrage même du pacte métropolitain pour la logistique. Eh bien, ce pacte métropolitain va s'enrichir dans les prochains mois d'un grand nombre de propositions qui seront finalisées dans un des conseils métropolitains que nous aurons dans les 2 prochains mois. Et vous verrez que nous serons sur l'ensemble des modes de transport, l'amélioration de la compétitivité du routier et surtout la décarbonation, qui est un élément évidemment très important, le fait que nous puissions faciliter l'accès au fluvial, faciliter l'accès au ferroviaire, eh bien tout cela va nous permettre, encore une fois, de faire qu'on puisse, je l'espère, avec les intelligences et les ingénieurs, eh bien réduire la distance de transport, faire qu'il y ait une mutualisation. C'est ce que l'on appelle de nos voeux, encore une fois, l'objectif principal, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, c'est d'avoir une logistique vertueuse, oui, on le répète, mais c'est surtout de faire qu'on sauve des vies. Parce que le pacte pour une logistique métropolitaine, c'est être plus vertueux, c'est protéger l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on protège quand on protège l'environnement ? C'est d'abord protéger nos concitoyens, et c'est ça notre objectif. Donc, confiance, ardeur au travail, et je pense que les ingénieurs nous aideront à réussir ce pari. Merci, Monsieur Genestier. Monsieur Rémi Golléger, je ne vous laisse pas quitter cette émission sans avoir le message de fin et votre conclusion côté Corsalis. Écoutez, notre conclusion, c'est que un peu tout reste à faire. On voit que ce pacte, c'est une grosse machine qui s'est mise en branle il y a quelques années. Et notre sentiment, c'est on approche chaque jour de la concrétisation réelle de tous ces axes qui ont été mis en œuvre. En ce qui nous concerne, on sait que les mois qui viennent vont voir se concrétiser les premières opérations, les premières entrées en exploitation de ces sites, avec en conséquence la première matérialisation des bienfaits de ce type de solution, encore une fois, qu'on porte en tissu urbain pour leur environnement. Donc on a hâte de pouvoir effectivement constater de visu le bien fondé de cette stratégie et surtout l'intelligence collective qui est déployée autour des initiatives de la métropole sur ces sujets. Merci. Vincent Sadet, je me tourne vers vous. Même question, quelle est votre vision ? Pas une conclusion, mais finalement peut-être un message d'avenir. Alors je ne vais pas paraphraser Monsieur le maire, qui a eu des mots assez porteurs de positivisme, et on est dans cette démarche-là. On pense que la logistique a un rôle déterminant dans le rayonnement du Grand Paris, c'est une évidence, et effectivement aussi dans la qualité de vie des habitants du Grand Paris. Et le groupe Prologis s'inscrit dans cette démarche-là avec comme volonté d'être un acteur clé dans la logistique du Grand Paris, qu'elle soit, encore une fois, urbaine ou non urbaine, dans notre cas et dans notre discussion, évidemment au plus proche des populations. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la Tribune et merci à la Métropole du Grand Paris.